Il va armer la frappe. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, la 4e journée de Ligue 1 Monaco qui s'est imposé 3-0 contre Auxerre, un match très tranquille, 3 buts signés Thilo Kehrer, Vanderson et Zakaria, donc 2 défenseurs et un milieu de terrain, toujours pas de but pour nos attaquants, on aura l'occasion d'en reparler avec Rome. Salut Rome. Salut Damien, salut tout le monde. Je vois que la moustache n'est plus à la mode, visiblement, à Montpellier. Si, c'est toujours un peu plus long, mais ça se fond plus dans la barbe globale. Ouais, ça se voit moins. Ouais. Le collier, visiblement, semble prendre... Non, c'est pas un collier. Ouais, c'est un peu bas. Bon. En tout cas, on va parler de cette belle victoire monégasque, match complètement maîtrisé. L'addition aurait pu être un peu plus lourde, même si Monaco avait été plus réaliste et plus tueur devant le but. C'est quand même un peu la redite, hein, le refrain qu'on a un peu chaque semaine. Enfin, pas chaque semaine, mais depuis le début de la saison, c'est quelque chose c'est une idée qui revient assez souvent, ce manque d'efficacité. Donc voilà, on va évoquer tout ça. On débattra également en se projetant un petit peu sur le match à venir avec la Ligue des Champions face au Barça, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire au milieu de terrain, sachant qu'il y a des chances que Lamine Camara soit absent. On va aussi en parler évidemment de tout ça. On va commencer par le j'aime pas, donc je te laisse y aller, Rome. Ouais, j'ai aimé au-delà de la victoire et plutôt avec la manière, c'est le fait qu'on a pris ce match au sérieux, puisque voilà, on le sait, il y a la Ligue des Champions qui arrive là jeudi. C'est vrai que c'est une rareté, mais jeudi soir joue le Barça et on aurait pu malheureusement penser que certains de nos joueurs seraient déjà à ce match-là, à ce match de gala en plus face au grand Barça. Donc voilà, le match a été pris au sérieux du début à la fin. Monaco a été bon. Donc voilà, c'est mon vrai j'aime, c'est par rapport à ça, c'est qu'on a pris le match au sérieux et qu'on a fait le boulot. Et enfin, mon j'aime pas, c'est la sortie de Camara en toute fin de match, donc visiblement pour une suspicion de commotion cérébrale. Donc voilà, il va passer des tests ce lundi, et puis à partir de là, on saura s'il y a eu commotion, combien de temps il va être arrêté au minimum, et puis. Mais bon, on peut malheureusement tabler sur le fait qu'il va nous manquer pour les 2 prochaines rencontres. C'est possible, on en reparlera un petit peu plus tard. Quant à moi, mon j'aime, c'est le fait qu'on n'ait pas pris de carton sur ce match. C'est la première fois de la saison. Contre Saint-Etienne, il y avait juste Mbolo qui en avait pris un à la toute fin du match. C'était un peu dommage, un carton un peu bête. Mais là, en tout cas, voilà, c'est un match sans carton. Globalement, il y en a. Alors, il y a le rouge de Camara contre Lyon, on s'en souvient. Et on se rappelle aussi du petit numéro de shérif de Stéphanie Frappard en fin de match, qui a un peu tout gâché aussi. Mais je trouve que voilà, c'est quand même quelque chose sur lequel on est en vrai progrès cette saison pour l'instant. Alors c'est peut-être aussi lié à une plus grande maîtrise dans les matchs qu'on montre, mais je trouve que en tout cas voilà, ça fait plaisir. Zakaria qui n'en a toujours pas pris un seul, alors que l'an dernier c'était quand même notre recordman avec 14. C'était énorme. Alors Golovin, bon, il faut lui laisser le temps de se chauffer. C'est sa première titularisation samedi, donc voilà, peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quand même un point positif, et je trouve que c'est aussi quand même lié à la défense. Et ensuite, moi, le j'aime pas, c'est le fait que devant, on continue un petit peu devant danger. Alors c'est un j'aime pas qui est un petit peu évident, hein, et que beaucoup ont déjà relevé, mais voilà, 4 rencontres et en 4 matchs, toujours aucun but de nos 3 attaquants.
Non pas qu'on va commencer à regretter le départ de Wissam Ben Yedder, quoique encore, pour des raisons sportives, c'est vrai qu'on peut quand même, mais pas pour le reste. Oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un problème. On avait pointé dans les différentes gazettes aussi les deux manques qu'on avait dans l'effectif, un milieu de terrain et un buteur, un profil vraiment de buteur. Là, pour l'instant, il nous manque vraiment un finisseur. Voilà. Espérons que dans des matchs plus serrés, plus compliqués, moins maîtrisés, on n'ait pas à le regretter dans la saison, mais je pense qu'il y aura forcément des moments où on finira par le regretter. Oui. En tout cas, voilà, ce qui est regrettable pour l'instant, c'est d'avoir aucun des 3 attaquants qui n'ait encore réussi à débloquer son compteur. Le 11 de départ, alors forcément, on était tous, j'allais pas dire un peu hypés par la déclat d'Adi Hutter, que j'avais un petit peu monté en épingle sur la diagonale, en mode va y avoir des surprises. Il n'y a pas eu de surprise finalement. La titularisation de Caio Henrique et de Golovin, c'était des demi-surprises au final. Ils étaient de retour. On a vendu Jacobs. Alors on pouvait dire, c'est vrai que c'était un peu surprenant ces déclarations en avant-match, mais finalement il a rien chamboulé véritablement, quoi. Non, on peut penser que ça sera l'équipe, en tout cas ça aurait pu être l'équipe qu'il allait mettre en Coupe d'Europe. On n'est pas loin de l'équipe type. On savait que Minamino, Singo et Balogun étaient revenus la veille de sélection, donc ils n'allaient certainement pas débuter, parce que pour le coup, on est certainement sur 3 joueurs qui sont les plus proches du 11, hors ceux qui étaient vraiment sur le terrain. Donc il n'y avait pas de surprise, quoi. Il n'y a pas eu pas d'Ileni Kena, pas de Ouattara, Pour moi, on était sur l'équipe type, et même Minamino, oui, dans l'absolu, je pense que c'est à l'heure actuelle encore un titulaire, mais il y a quand même 4 joueurs plutôt solides pour 3 places, et ça va certainement tourner entre les 4. Oui, celui qui sera peut-être un peu moins en forme que l'autre. Peut-être Akliouche, par exemple, pour l'instant, c'est peut-être celui qui a peut-être le moins bien... Enfin, je mets de côté Golovin, évidemment, qui lui revient juste de blessure, mais c'est vrai que des 3 qu'on a vus depuis le début de la saison, finalement, c'est peut-être Akliouche qui est un petit peu moins en vue pour l'instant sur les premiers matchs de cette saison. Donc c'est vrai que c'est celui qui joue le plus. C'est celui qui joue le plus. Il a énormément. Après, Ben Seguir a énormément enchaîné aussi, mais lui sort d'une saison quasiment blanche. Je parle même dans les matchs, c'est que souvent il fait sortir. Tu sens que Ben Seguir a moins les capacités à faire 90 minutes. C'était par rapport à ça. Il fatigue. Après, il est extrêmement jeune, hein, donc ça peut se comprendre aussi. Oui, et puis c'est vrai que lui aussi, finalement, après une saison comme il a fait l'an dernier, c'est quelqu'un qui a eu besoin aussi de trouver un second souffle. Ça a été une prépa très, très bizarre aussi, hein, finalement, pour lui, je pense. Donc c'est peut-être logique que son niveau de forme soit pas forcément... Et puis il a peut-être un jeu qui est plus... qui est peut-être plus demandeur aussi, sur ce côté un peu plus sur la provocation, le dribble qu'Akliouche. Donc c'est vrai que peut-être c'est aussi un peu plus fatigant. Donc, mais voilà, comme tu disais, tu parlais d'Ileni Kena. C'est vrai que je m'attendais peut-être à le voir lui comme titulaire, parce qu'on a vu Balogun et Mbolo finalement peu convaincants sur les 3 premières rencontres. On s'est dit pourquoi pas, justement, puisqu'il avait parlé il a dit, attendez-vous à voir des joueurs que vous ne vous attendiez pas à voir. Alors beaucoup ont espéré Boisbré. Oui. Mais c'est vrai que la solution, l'idée la plus évidente pour moi qui me sautait, à laquelle je pensais en lisant la déclasse, c'est que Ileni Kena pouvait peut-être briguer sa première titularisation sur cette rencontre. Ça n'a pas été le cas. Mais on pourra parler de sa performance plus tard aussi, et parce qu'il y aura peut-être matière justement à rebattre aussi un petit peu les cartes. Alors le match. Finalement, on va se le mettre assez facilement dans la poche, puisqu'en une demi-heure, l'addition ne sera pas tout à fait réglée, mais globalement, le compte y sera, avec 2 premiers buts qui vont finalement plier l'affaire assez vite. Premier but de Thilo Kehrer avec les gants en peau de pêche de Donovan Léon. J'ai bien aimé l'expression utilisée sur les notes de l'équipe. Et deuxième but de Vanderson.
Rome, donc bon, ça confirmait. Alors, c'est début de match plutôt rythmé, plutôt intense. Auxerre ne s'est pas caché malgré un système un peu plus défensif. Ils ont joué en 5-3-2, mais ils ont quand même essayé de se projeter, ils ont quand même essayé de faire des choses. Par contre, il y avait beaucoup de maladresse aussi, et finalement, on s'est vite mis à l'abri, dans cette rencontre, et on a vite maîtrisé derrière. Ouais, non, globalement, c'est surtout qu'on n'a pas été mis en danger, même si les Auxerrois ont tenté par à coup d'obtenir des situations offensives. J'ai pas souvenir, mais même sur l'intégralité du match, à part cette toute dernière occasion, quand on était à 10 et qu'il y avait un petit flottement, globalement, on n'a pas du tout été mis en danger. Et en plus, oui, voilà, leur gardien qui a fait un match assez particulier parce qu'il a fait quelques arrêts, mais c'est clair que sur le premier but, il est complètement fautif. Coup de pied arrêté, une nouvelle fois. Tu as quand même la sensation que c'est globalement une de nos forces dernièrement et que c'est parti pour durer. Camara qui tire le corner, c'était une de nos questions pendant le club Mounegou, quand on a parlé de qui selon vous va finir meilleur passeur décisif. C'est vrai qu'on est tous partis naturellement sur Caio Henrique et sur Golovin, voire Minamino, mais c'est vrai que j'avais fait remarquer que malgré tout, c'est Camara qui avait tiré tous les corners, voire les coups de pied arrêtés en leur absence. On allait voir avec leur retour. Ça n'a pas changé. Il en a tiré, en tout cas, la large majorité, c'est lui qui les a tirés. Il n'est pas forcément ultra bien tiré, hein, ce corner. Il est plutôt premier poteau. Après, Kerrer fait une bonne tête, mais clairement, le gardien se trouve. Par contre, le deuxième but, là, c'est vraiment joli. Zakaria qui confirme que pour le moment, c'est le meilleur joueur de ce début de saison. En plus, il ajoute à son panel défensif et de récupération les passes vers l'avant, même les buts. On va y revenir, mais il a quand même, à l'heure actuelle, c'est lui notre meilleur buteur. Alors, on espère que ça va pas durer quand même, mais son ouverture pour Vanderson est parfaite, et le contrôle, crochet, enchaînement. Ouais, franchement, c'est beau. C'est un latéral brésilien, quoi. On sait qu'ils ont quand même une certaine technique, et moi, Vanderson, que j'ai pronostiqué comme pire joueur de la saison, puisque pour moi, il va perdre sa place au profit de Singo. Là, pour le coup, son but, il n'y a rien à dire, c'est vraiment taille patron. Et là, le gardien n'a pas grand-chose à se reprocher. Vanderson fait le geste juste. Ouais, alors justement, sur les deux buts, il y a deux choses. La première chose sur celui de Vanderson, c'est que Zakaria a aussi quand même pas mal de temps pour ajuster sa belle diagonale. Non, mais elle est parfaitement dosée après. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, il est quand même très tranquille. Il est quand même dans un fauteuil pour pouvoir mettre le ballon. Et sur le premier but, par contre, quand on voit ensuite le troisième, comme ça on en parle tout de suite aussi, je pense ce qui est intéressant, en tout cas, il y a deux choses à noter. La première, comme tu l'as dit, c'est Camara qui tire les coups francs, les coups de pied arrêtés. Et finalement, Caio a expliqué que c'était pas mal de temps en temps de changer de tireur, parce que justement, les équipes adverses s'attendent à ce que ce soit lui qui tire les coups de pied arrêtés. Donc, s'attendent à une certaine façon de les tirer, si c'est plus ou moins sortant, si les ballons sont plus ou moins tendus ou pas. Donc là, ils peuvent justement un peu moins... ça rend l'équipe un peu moins prévisible sur ces phases-là. Donc, c'est un point intéressant à souligner, qu'a souligné Caio lui-même. Et le deuxième point, c'est quand on voit le premier but et le troisième but, on voit clairement un pattern. On peut pas dire que... c'est très net que la phase a été travaillée à l'entraînement, parce qu'à chaque fois, c'est justement Kerrer au premier poteau qui vient couper, qui vient placer sa tête. La première, il a la réussite, comme tu disais, avec Léon qui se troue. Mais la deuxième, il l'a un peu moins, un peu quand même, parce que sa tête, elle est repoussée, sauf qu'elle est repoussée dans les pieds de Zakaria, qui a juste ensuite à terminer et à conclure et marquer le troisième but. On est à ce moment-là à la 89e minute.
on n'avait pas d'inquiétude particulière sur la fin de match, si ce n'est cette frappe, je sais plus c'était quand, c'était qui est légèrement repoussée par la transversale. Ouais, c'est la 84e. Donc c'est vrai que mine de rien, personnellement, quand j'ai vu cette frappe, c'est la frappe de Traoré. Franchement, je l'ai pas vu dedans, mais tu vois, honnêtement, je pense que Keun aurait été largement battu sur cette frappe-là s'il avait été cadré. Mais confiance en Keun. mais voilà, c'est vrai que on se dit bon, ça va être plutôt tranquille, fin de match, etc. Et mine de rien, on n'est pas loin du 2-1 en fin de compte, avant de mettre finalement le 3-0. Ouais, mais c'est vrai, c'est une frappe un peu sortie de nulle part sur une relance un peu manquée de Salissou, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est lui qui relance plein axe, enfin qui relance en tout cas, qui remet le ballon plein axe. Donc oui, c'est une situation, mais bon, c'est comme tu l'as dit, globalement, on n'était quand même pas en danger, et même si on constate cette frappe-là, tu sens pas qu'il y a un réel danger. C'est une belle frappe, mais quand même beaucoup plus de chances que ça se finisse comme ça que dans la lucarne, quoi. C'est déjà pas mal qu'il ait pris la barre, hein, parce qu'elle est pas si simple à prendre. Ouais, enfin voilà, c'est vrai qu'en tout cas, c'était finalement la seule grosse alerte qu'on a eue sur notre but dans cette rencontre, parce qu'après, Auxerre a surtout tenté de loin, en tout cas depuis l'entrée de la surface, et à chaque fois, ça a été contré, etc. Il y a juste et Kerrer, c'est tout. Ouais. Tu l'avais pas vu en direct, alors je sais pas si tu as pu le revoir, mais non, du coup, j'ai pas vu. Le tacle de Kerrer, vraiment à la 80, du coup, ça doit être 95, 96, parce que ça se passe pendant la période où Camara est en dehors du terrain et n'est pas encore remplacé. Là, tu sens que si l'Auxerrois peut frapper, il y a une vraie situation de but. Il est pas loin des 6 mètres, très légèrement excentré, mais il y a une vraie énorme situation de but. Et là, Kerrer, tu sens que il n'a vraiment pas envie de prendre de but, que ce clean sheet, il faut le tenir jusqu'au bout. Et son tacle est vraiment parfait, parce qu'il est sur le ballon et ça fait corner pour Auxerre. Mais ouais, pour moi, la vraie plus grosse situation, elle est là, en fait. Plus que la frappe lointaine, enfin, entrée de surface, qui vient heurter le sommet de la barre en plus. Oui, c'est pas de pleine barre. Ça. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même peu de vraies situations concédées. Et d'ailleurs, je crois que les expected goals pour Auxerre sont extrêmement faibles. Ils sont à 0,53, donc c'est même pas un but. Oui. Nous, de notre côté, on est à 3,26. Donc c'est quand même plutôt cohérent par rapport au fait de marquer 3 buts. Mais ça montre aussi qu'il y avait moyen de faire mieux. Et c'est là aussi où il y a quand même des petites choses qui n'ont pas été très, très bonnes de notre côté. C'est sur le réalisme, sur les situations, notamment des situations de 1 contre 1 où on doit faire beaucoup mieux. Je pense notamment à Mbolo qui est bien lancé par Ben Seguir en seconde période, un petit peu avant sa sortie, et qui rate. Je pense que je me dis un Ben Yedder à la place, il aurait mis un petit piqué par exemple. Mbolo lui choisit intérieur. Et sur le côté gauche, et ça passe pas. Enfin, c'était peut-être la solution un peu trop évidente pour Léon à ce moment-là. Il y a juste après, il y a Golovin qui fait une espèce de centre-tir de l'extérieur du pied. Je pense que c'est plus un tir qu'un véritable centre, mais qui n'est pas cadré, et que Mbolo est à quelques centimètres de reprendre pour l'envoyer au fond, mais ça passe pas non plus. Il y a Ben Seguir aussi en première période qui en rate une après s'être amené le ballon un peu tout seul, et puis après un relais sur Mbolo, où là aussi il a un face-à-face et il doit faire mieux. Il y a beaucoup de face-à-face qui ont été ratés de notre côté, c'est un peu dommage. Je pense à celui aussi de Balogun, un peu plus difficile, et avec peut-être une situation litigieuse quand il est poussé dans le dos. Est-ce que ça méritait penalty ou pas? Ça aurait pu en tout cas être revu, mais ça a été revu, mais ils ont jugé que c'était pas une erreur manifeste.
clairement, on dit rien parce que tu mènes 2-0 et que tu sens que tu n'es pas en danger. Tu me fais la même à 0-0, je pense qu'elle passe un peu moins bien. C'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Donc celle-là, on ne peut pas trop en vouloir à Balogun. Il en a une autre un peu plus tard où il est en angle fermé. De toute façon, pour le coup, Balogun, on va en parler, je trouve qu'il est rentré avec beaucoup de jus. Dès son premier ballon, il a vraiment mis beaucoup de vitesse sur le côté gauche. Après, il y a cette occasion où il est poussé dans le dos, où il est parfaitement lancé par Ileni Kana. Il y a eu plusieurs fois quand même où il a apporté un peu de pêche, un peu de peps, et ça c'est bien, parce que pour le coup, ça c'est quelque chose que Mbolo ne sait pas trop faire, parce qu'il n'a quand même pas les mêmes qualités de vitesse. Par contre, ils ont toujours les mêmes qualités de finition, quoi. Donc, bon, voilà. Et son entrée est plutôt bonne, mais va falloir cadrer maintenant. C'est ça, on peut saluer, mais c'est vrai qu'il manque encore l'essentiel, j'ai envie de dire, la finition. En tout cas, pour un attaquant, c'est essentiel. Sans quoi, tu finis aussi par plus faire les choses correctement après, avec le manque de confiance. Mais oui, c'était une bonne entrée de sa part. Tu parlais aussi d'Ileni Kana sur sa première situation, qu'il a bien lancé après un sombrero. Joli geste, donc qui a lui aussi à montrer des choses intéressantes. En tout cas, on a l'impression que les deux ont l'air ont tout pour bien s'entendre. Ça a l'air de... Sur cette rencontre, on a l'impression que ça a plutôt bien matché entre les deux en termes de profil. Ça peut être une doublette intéressante pour l'avenir. Ouais, bah après, moi je trouve qu'Ileni Kana ressemble quand même un peu à Mbolo. C'est un peu le mini Mbolo dans le morphotype, dans le côté un peu puissant quand même, plus que technique rapide. Après, on a le temps un petit peu plus de le voir. Il est encore très jeune, donc je me dis que potentiellement la doublette Mbolo-Balogun, il ne faut pas non plus l'acheter tout de suite à la poubelle, mais après ça repose le problème de t'as quand même la sensation que nos 4 meilleurs joueurs offensifs ils sont dans la ligne qui est juste en dessous, donc déjà logiquement tu t'en prives d'un, c'est un peu dommage de s'en priver d'un deuxième, donc il y a un équilibre à trouver entre est-ce qu'une attaque seule c'est vraiment une bonne idée, mais si t'en mets deux, du coup je pense que Minamino a un peu ce rôle du coup parfaitement hybride entre je fais office de numéro 10, mais je suis aussi un vrai second attaquant malgré tout, chose que n'est pas trop à Kliou, je connais pas du tout Golovin, et bon, Ben Seguir, c'est pas lui que je préfère en 10, mais c'est pas lui que je préfère en 10, quitte à choisir en 10, c'est pas lui que je mets, pour le coup je l'aime bien sur un côté, je trouve qu'il a plus les qualités que les autres en plus pour être sur un côté. Oui, et plus ce côté de percussion, dynamisme, qu'ont moins les autres pour le coup. Mais bon, en tout cas, voilà, quand même, sur ce match-là, de belles choses montrées. Nouveau clean sheet, ça c'est important, tu l'as mentionné. C'est le 3e en 4 matchs. On a encaissé qu'un seul but en 4 matchs. Et donc j'ai vu passer cette statistique, comme quoi... On a été champion. Ouais. On a été champion en fin d'année. Mais du coup, il faut remonter à 1960-61, un seul but encaissé après 4 journées, donc c'est notre meilleure performance défensive en première division à ce stade de la compétition. Effectivement, ça avait donné le premier titre de champion. Ça va être compliqué, on a tous envie d'y croire, mais... Est-ce que Thilo Kehrer est le nouveau Raymond Quebel? C'est une question. Non, mais bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose, mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que même si, on a été un peu plus mis en difficulté face à Lens, oui, globalement, on a été très peu mis en danger sur les 4 matchs, et en plus, le but qu'on prend, c'est un penalty. Alors, un penalty qui ne souffre d'aucune contestation, mais c'est un penalty. Donc, et en plus, on le rappelle, malgré tout, il faudra toujours m'expliquer ce qu'il a voulu faire, Hutter avait décidé de changer d'un coup d'un seul toute la défense. Oui. On rappelle, il n'y avait pas Salissou, il n'y avait pas Kehrer, c'était quand même assez bizarre. Oui, c'est ça, parce qu'au final, quand on parle de 11, qu'il n'y a pas de surprise dans le 11, mais finalement, par rapport au match précédent, il en rechange la moitié, mais c'est parce que le match d'avant, il en avait déjà changé la moitié. C'était surtout le match d'avant où il avait fait une compo bizarre. Là, c'était moins... Voilà. Surtout, en plus, encore une fois, avec les 3 joueurs qui revenaient pas de blessure, mais de sélection, et qui sont les 3 les plus à même d'être titulaires. Maintenant, sur cette solidité défensive, on est très content, tant mieux si on a réussi à régler certains problèmes qu'on avait l'an dernier, parce que très clairement, entre la saison Philippe Clément
et la saison dernière Hutter, c'est vrai qu'on n'a pas senti une énorme progression sur l'aspect défensif. Un peu mieux aussi en fin de saison, et peut-être aussi un Maiesh qui a quand même beaucoup... j'allais dire plus Maiesh qui. Oui, mais Salissou Kerrer aussi, malgré tout. Kerrer arrive à la moitié de saison et on peut quasiment considérer que Salissou aussi arrive à la moitié de saison. Ouais, après, c'est vrai que Salissou a quand même raté encore des matchs avec des petits pépins physiques qui se sont poursuivis. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un mieux, surtout à partir du printemps, finalement, quand on fait aussi cette belle série. Donc c'est un peu la confluence de plusieurs éléments, finalement. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, on avait quand même une équipe, un collectif qui était quand même très, très perméable la saison dernière, qui restait quand même très perméable. Là, cette année, ça a l'air d'être assez différent. Maintenant, là où je vais nuancer, c'est quand même par rapport aux oppositions qu'on a rencontrées depuis le début de la saison. Lens, pour l'instant, c'est solide plus que c'est brillant offensivement. Là, ils ont fait 0-0 contre Lyon. Le Lyon qu'on a dominé il y a 3 semaines, c'était un Lyon qui était, on va dire début de saison raté pour eux, et ils n'étaient pas à leur vrai niveau, peut-être. Après, on a 2 promus sur les 4 matchs qui sont, somme toute, assez faibles. Et Saint-Etienne vient de battre Lille, hein, ok. C'est vrai. Non, c'est vrai. Après, voilà, comme disait... Apparemment, ils se sont fait dominer pendant 90 minutes, mais bon, ils ont gagné 1-0. Ouais, L'étang a trouvé que c'était une prestation honteuse de ces joueurs, mais bon, ils ont joué sur leur qualité et ils en ont peut-être pas beaucoup. Donc c'était surtout sur le mental et l'agressivité. Bon, ça a fonctionné pour eux contre Lille, tant mieux. Mais en tout cas, contre nous, ils avaient clairement pas montré grand-chose. Là, pareil, c'était footballistiquement, c'était quand même à peu près proche du néant, en tout cas sur l'aspect offensif. Donc voilà, c'est sûr. Il y aura un vrai gros test contre Barcelone. Là, ça va être Alors, c'est forcément Barcelone, c'est... Et pour le coup, en plus, ils marquent énormément de buts. Ils en calent pas mal, ils en ont calé 3 à Gérone aujourd'hui, ils en ont calé 7 à Valladolid juste avant la trêve. On sent que c'est en train de... La mayonnaise Hansi Flick a l'air de prendre pour l'instant, ce début de saison. La difficulté, c'est... Voilà, nous, on les a battus 3-0. Alors, on le sait que c'était une équipe à prime, on va dire. Mais nous aussi, quelque part. Avec une équipe en plus en 4-4-2, alors qu'on joue en 4-2-3-1 pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est difficile de savoir un petit peu à quoi s'attendre. On va y faire attention évidemment à l'excès de confiance. Mais c'est vrai que par rapport à la défense, voilà, ça va être un énorme test, et ça va être intéressant de voir comment on va résister finalement à Barcelone sur cette première journée de Ligue des Champions qui arrive donc jeudi. Premiers éléments de réponse avec le milieu de terrain aussi. On a un Zakaria qui est impérial, on en reparlera dans les tops sans divulgacher, mais bon, voilà, Zakaria qui a fait un énorme match contre Auxerre. On va évidemment lui aussi l'attendre au tournant, parce que les grands clubs, c'est là où il a atteint un plafond de verre entre la Juve et Chelsea. Et puis qui va l'accompagner, c'est un peu l'objet aussi du débat, puisqu'on va revenir sur ce qui s'est passé en fin de rencontre contre Auxerre, donc avec cette sortie sur blessure de Lamine Camara, protocole commotion activé pour lui, donc c'est un coup après un duel avec Zosu. Donc il prend un coup plutôt au niveau du cou, mâchoire, dans cette zone-là un petit peu. Donc on se dit c'est bizarre, ça a l'air un coup plutôt anodin à première vue. Et là il reste au sol, enfin il se relève, et puis au bout de quelques secondes il fait signe, il reste au sol, il se fait soigner pendant de longues minutes. Et il est finalement évacué sur civière, protocole commotion engagé, ce qui fait donc un 6e remplacement. Singo rentre en cours de jeu, donc quelques secondes seulement à la fin du match. Mais du coup, c'est le 6e remplacement, et ce 6e remplacement est autorisé depuis 2021 dans le cadre du protocole commotion. Donc ça veut dire qu'il a bien été activé.
Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ce qu'a révélé l'équipe, il y aura des examens lundi. Ces examens doivent être faits dans les 72 heures après le protocole soit activé. Donc pour l'instant, la participation de Camara est encore très incertaine, que ce soit pour Barcelone ou pour Le Havre qui arrive dimanche prochain. Ouais, et puis c'est un vrai souci, parce que même si on avait fait de Magassa un de nos tops face à Lens, très clairement, pour l'instant, la vraie bonne nouvelle de ce début de saison, au-delà de la solidité défensive globale, c'est ce milieu de terrain, là. Les deux, parce qu'ils sont forts défensivement et ils sont forts offensivement aussi. Les deux ont marqué, fait des passes décisives. Voilà, Zakaria, c'est quoi? 2 buts, 1 passe, et Camara, du coup, ça doit être l'inverse. 2 passes, 1 but. Oui. Je dis pas de bêtises. Parce que le dernier, là, t'as Kerrer au milieu, donc ça compte pas comme passe D, mais il y a 2 corners, et ouais, c'est ça. Donc, peut-être une passe D, du coup. Ouais, une seule. Bon, bref. Oui, parce que c'était caillou pour Zakaria face à Lens. Mais bon, il n'empêche que les deux sont clairement très forts et très importants dans ce début de saison, et forcément, on a envie de les avoir pour la Ligue des Champions, pour l'adversaire sur le papier le plus dur de la poule. Allez, il y a match avec Arsenal, mais bon, ça serait quand même une vraie perte de ne pas avoir Lamine Camara, et c'est fou de se dire ça pour un joueur qui est là que depuis 4 matchs, moins 1, vu qu'il en a raté un, mais il est déjà indiscutable en fait. Ouais. Après, en même temps, c'est pas comme si derrière il y avait quelqu'un qui pouvait le challenger, quoi. C'est-à-dire Magassa part de loin, Diop part de trop loin, et en plus il est blessé. Golovin, il serait à contre-emploi un petit peu. Maintenant, la question, c'est de savoir, voilà, si on ne peut pas compter sur Camara, qui est-ce qu'on met à côté de Zakaria, en sachant que voilà, on va avoir une équipe vraiment difficile face à nous à jouer jeudi, qui, comme tu l'as dit, qui marque beaucoup de buts en ce moment. Donc, pour rappel, au trophée Johan Gamper, on les avait affrontés en 4-4-2. Il avait marqué d'ailleurs, Lamine Camara. Et Lamine Camara avait marqué, tout à fait, absolument. Une donc, connerie. Non, c'était le troisième but. Non, mais c'était pas sur une. Ah non, c'était pas sur une connerie de Barcelone, son but. Une passe complètement ratée d'un défenseur. C'est pas Mawissa qui met le dernier? Si, c'est Mawissa qui met le dernier. Oui, c'est ça. Je crois que Camara, c'est une très mauvaise relance plein axe, et il prend dans les pieds du défenseur et il marque. Je crois. Hein. Et Mawissa, pour le coup, c'est une frappe un peu plus. Mawissa, oui, c'est une frappe du gauche en plus. Alors qu'il rentre, il est côté droit, il rentre et c'est frappe du gauche. Bon. Oui, non, mais si, t'as raison. Mais il avait marqué. Dans tous les cas. Il avait marqué, absolument. Donc, ça lançait déjà, ça préfigurait un petit peu déjà ce bon début de saison. Mais on avait en tout cas affronté cette équipe en 4-4-2. Barcelone, eux, étaient en 4-2-3-1. Il y avait quand même. Encore une fois, il y avait quand même de bons joueurs. Hein. Ter Stegen était là, Koundé était là, Rafinha, Lewandowski aussi. Alors c'est vrai qu'au milieu de terrain, Yamal était rentré en cours de jeu. Gundogan était rentré, ouais. Après, de toute façon, lui, il est parti. Donc, mais c'est ça. C'est que du coup, j'ai été étonné de le revoir à Manchester City, alors qu'on l'avait joué une semaine avant. Mais oui, finalement, ils l'ont pas. Il est reparti. Ils l'ont pas gardé, ouais. Et oui. Mbolo avait marqué le deuxième but. Et comme tu dis, c'était bien une erreur de relance sur le premier but et que Camara avait marqué. Donc, du coup, comment on aborde cette rencontre face à un Barça qui sera forcément très offensif, beaucoup plus que toutes les équipes qu'on a affrontées jusqu'à présent. Est-ce qu'on va reproduire le 4-2-3-1 ? Est-ce qu'on va revenir en 4-4-2 comme on l'avait fait au match amical ? Est-ce que Hutter va tout chambouler et passer à 3 derrière pour avoir peut-être plus de stabilité ? Et si pas de grands changements, qui va jouer à côté de Zakaria ? Parce que dans tous les cas, que ce soit un milieu que ce soit à 4, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-2-1, dans tous les cas, il faudra mettre un joueur à côté de Zakaria. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les options sont soit Magassa. On se pose déjà la question, évidemment, contre Lens, puisque Camara était suspendu. Est-ce qu'on peut mettre Golovin sur ce match-là ? Est-ce qu'on peut mettre Magassa tout de suite sur ce match-là ? J'ai du mal à voir Magassa, personnellement. J'ai du mal à voir Magassa, mais d'un autre côté, je pense que c'est la solution qui va être
qui va être choisi si on reste encore une fois dans l'optique d'une compo toujours en 4-2-3-1. Alors autant moi j'espère pas qu'il va nous passer à 5 derrière. Sauf que voilà, la défense a montré quand même depuis le début de saison qu'elle était bien comme ça. On l'a pas encore réessayé plutôt cette défense à 3 axiaux. Donc pour moi ça serait prendre un risque. Par contre, pourquoi pas rajouter un troisième milieu de terrain, et auquel cas ça serait Golovin avec Zakaria et Magassa, avec un Golovin dans un rôle un peu plus hybride. Et voilà, moi je partirais peut-être potentiellement sur ça, voilà, un peu comme si du coup t'as plus de vrai numéro 10, mais t'as Golovin qui fait un peu ce rôle hybride, et puis tu me rajoutes Minamino sur le côté droit, Ben Seguir à gauche et Balogun en pointe pour avoir, je pense, quand même un mec avec un peu de vitesse, parce que pas comment le Barça ne va pas au moins avoir 60-65% de possession. Après, il avait mis associé Balogun et Mbolo ensemble lors du match de pré-saison, donc oui, mais on pourrait être inspiré de mettre les deux à nouveau, hein. C'est vrai que face à un Barça face à un Barça où il y aura quand même un peu plus d'espace, c'est vrai qu'un Balogun pourra peut-être aussi en profiter. Ça reste évidemment à voir, hein, mais bon. Moi, j'ai toujours en mémoire ce match contre Marseille où tu as Golovin qui joue justement à la côté de Zakaria. Je pense que face à une équipe comme Barcelone, c'est pas forcément une équipe où tu vas avoir besoin d'un joueur d'impact en plus, comme peut l'être Magassa. Je pense que tu aurais peut-être tout intérêt à privilégier d'avoir un autre joueur un peu plus technique et capable de garder le ballon pour aussi permettre à l'équipe de se repositionner, de pouvoir mieux s'organiser, etc. À mon avis, Golovin me paraîtrait être la meilleure solution dans cette configuration-là. Donc tu restes par contre, parce que moi Golovin, encore une fois, je suis pas contre au milieu, mais je change un peu le schéma. Toi, tu restes sur un 4-2-3-1 et du coup, Golovin recule et c'est Minamino qui reprend sa place de numéro 10. Ouais. Parce qu'après, je me dis qu'un 4-3-3 ou un genre de 4-3-3, c'est vrai que c'est pas forcément... c'est pas quelque chose qui a été fait. Non, c'est pas faux non plus. Donc j'ai plus de mal à le voir, en tout cas, proposé là, ce jeudi. C'est pas faux, mais moi je me dis c'est plutôt vraiment en phase défensive, un Golovin vraiment qui, en fait, de toute façon, encore une fois, je pense qu'on va être beaucoup en phase défensive. Ouais. Donc que t'aies foutu Minamino ou Golovin en 10 ou en faux 10 dans mon idée avec Golovin, les deux vont devoir énormément travailler défensivement au milieu de terrain. Donc, et après, il va falloir jouer a priori sur la vitesse, et c'est pour ça que je pars plus sur Ben Seguir et Balogun que Akliouche et Ben Seguir qui est sorti en plus à l'heure de jeu comme Golovin. Alors pour Golovin, c'était un match aussi, même s'il a joué contre Lens, c'était aussi un peu un match de reprise, hein, quand même pour lui. Il a besoin de retrouver du rythme quand même. Donc c'est normal qu'il soit pas plus utilisé, enfin qu'il ait été sorti plus tôt. Mais c'est vrai que Ben Seguir est sorti assez tôt et ça peut aussi peut-être laisser penser à pas une forme d'économie, mais voilà, en prévision de jeudi, quoi. Oui, je serais surpris de pas le voir titulaire. Après, l'autre argument aussi pour en terminer là sur le choix Magassa-Golovin, c'est vrai qu'il y a aussi la question non négligeable de l'expérience. On n'a pas une équipe qui est très expérimentée en Ligue des Champions, ça c'est une certitude, on doit avoir à tout péter une vingtaine de matchs. C'est Minamino qui en a pas mal, je pense, non ? Ouais, et encore, je sais pas, il y a Philippe Keun qui doit en avoir, qui en a eu aussi à Salzbourg, t'as Zakaria. Ouais. Il est Nikena, on a, hein, vu que c'est le plus jeune buteur. Là. C'est vrai, il avait marqué d'ailleurs contre le Barça. Et pourquoi pas justement la petite surprise qui vient là. Voilà, c'est bon, on a trouvé. Je pense qu'il va rentrer, mais titulaire, pour le coup, je suis pas sûr. Ouais. Mais il va rentrer, oui. Tu penses ? Est-ce que tu es sûr que les défenseurs du Barça n'ont pas une peur bleue de Georges Ilinikena ? Ils n'ont pas été traumatisés par... Ils savent même pas qui c'est. Pas parce il a marqué contre eux, mais ils savent déjà plus qui c'est. Hein. T'inquiète pas pour eux. Hein.
Mais voilà, en tout cas, cette question de l'expérience, c'est vrai que j'ai aussi du mal à lâcher Magassa, là, comme ça, boum, d'un coup, sur un match pareil, quoi. Contre le Dynamo Zagreb, je dis pas, on commence par un match comme ça, ok, mais commencer directement à la maison avec le Barça comme ça, j'ai beaucoup de mal à voir Magassa d'un seul coup titulaire. Ouais, je le comprends, mais moi j'avais plutôt cet avis-là avant Lens. Mais comme à Lens, il nous a foutu, je me dis qu'il va refaire la même en fait. C'est aussi simple que ça, mais peut-être que ça sera pas le cas. On a oublié, on en avait plus parlé avant Lens. Bon, ça paraît un peu plus improbable, mais il y a aussi Singo. Hein. Voilà, moi, ça reste quelque chose que je garde au fond de ma tête parce qu'il l'a fait rentrer 2 fois. Bon, là, ce week-end, c'était particulier, mais il l'a fait rentrer 2 fois à ce poste-là. Visiblement, Vanderson, pour l'instant, fait le job. Et il faut quand même pas oublier, que Singo, c'était un de nos 3 meilleurs joueurs l'année dernière. Quoi. Alors que maintenant, il faut qu'il regagne sa place en défense centrale, déjà. Ah non, mais par contre, je veux pas le voir en défense centrale parce que j'aime beaucoup les 2 autres. Moi, je le veux. Mais bon, pas que j'ai quelque chose contre Vanderson, mais je veux Singo sur le terrain. Et quitte à choisir, je préfère le voir à droite et voir Salisu Kerrer. Donc voilà. La défense centrale, elle fonctionne bien, faut pas y toucher, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est difficile du coup, mais comme elle fonctionne bien, pour l'instant, c'est Singo qui en fait les frais. C'est le jeu de la concurrence aussi. Peut-être que le match de Barça va aussi montrer certaines failles. On sait que Thilo Kerrer, c'est bien en Ligue 1, on va en parler, mais en Ligue des Champions, quand le niveau s'élève, c'est... Pour le coup, il a énormément d'expérience en Ligue des Champions, Kerrer, parce qu'il est de l'équipe finaliste. Par contre, il jouait le latéral droit. Ouais. Il jouait le latéral droit quand Paris va en finale. Mais il était titulaire. Il n'était pas si mauvais que ça, faut pas non plus... Ouais, il y avait quand même pas mal de... il a fait quelques boulettes, mais je veux dire, c'est quand même pas mauvais, quoi. On était quand même pas archi fan non plus. Quand il est arrivé, on se rappelle tous du Kerrer du PSG, et franchement, c'est pas validé, quoi. Mais en tout cas, il a pris de la maturité, et moi j'aime bien l'homme, sa façon de s'exprimer, qui est très posé, très calme. C'est vraiment intéressant quand tu l'écoutes. Tu sens que c'est quelqu'un qui a bien mûri aussi, qui a bien évolué, donc voilà, c'est quand même... Mais bon, pour l'instant, on verra, évidemment, la défense, ce que nous réserve Hutter, pour autant, il pourrait tout changer aussi. On va revenir maintenant sur les tops. On a parlé de Zakaria, on a parlé de Kerrer, qui sont évidemment les 2 grands tops de cette rencontre face à Auxerre. Voilà, impliqué sur les 3 buts. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie maîtrise globale au-delà des buts, que ce soit au milieu, que ce soit en défense, dans les duels. Dans les duels, Kerrer, il en a gagné 8 sur 9. Donc ça a été très costaud. Tu as parlé de son intervention décisive dans le temps additionnel du match. Globalement, il y a une vraie maîtrise, il a vraiment été bon. Zakaria, pareil, il a pris le contrôle aussi du milieu, du tempo, du match. Il y a une vraie bonne paire aussi avec Lamine Camara, qui est également un des tops, je pense, pour moi en tout cas. Oui, c'est le top 3, ouais. Pareil, il y a c'est aussi... le top 3, les 3, quoi. Ouais. J'ai pas forcément de classement établi. Beaucoup d'abattage de la part de Camara, beaucoup de récupération, beaucoup de projections, de bonnes projections aussi balle au pied. Je pense celle qui lance Caio Henrique qui tergiverse dans la surface à un moment donné, en seconde période. Il y a un moment où Caio est lancé... Il sait pas trop quoi faire, et ça fait partie des 3 tops. J'avais envie également de mentionner Vanderson, Ben Seguir évidemment, qui a été quand même un des détonateurs dans cette rencontre, qui lance quand même plusieurs fois nos attaquants, donc ça c'est pareil, un bon match de sa part, et j'avais quand même envie de mettre Vanderson aussi dans le lot. Voilà. Ouais, il fait un match plutôt sérieux, et puis il marque un très beau but. Donc, c'est forcément à mettre en avant. Mais par contre, moi c'est ce que je disais ce matin quand j'ai partagé les notes de l'équipe. Je valide pas que Ben Seguir ait 2 points de plus que Golovin et Akliouche.
marrant que tu dis Pour ça. moi, les trois font la même chose. Non, mais moi, je l'ai validé. Nice matin, il a mis 6. Bah oui, on sait bien, mais Nice matin, il a mis 6-3. À la limite, non, mais que Ben Seguir ait un point de plus si vous voulez. Après, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est un peu plus un joueur popcorn, quoi. Mais il va quand même vraiment falloir qu'il améliore son dernier geste. Mais moi, j'ai bien aimé, malgré tout, ce qu'a fait Golovin. J'ai bien aimé ce qu'a fait Akliouche, qu'on a quand même pris pas mal plein la gueule pendant tout le match. Après, il a quand même pas été loin je sais pas si tu te souviens, des cartons rouges. Je me souviens, je l'ai noté sur ma fiche. Au bout d'1 minute, j'avais déjà noté 2 coups pour Ben Seguir. Première minute de jeu, il en avait déjà pris 2. Ah oui, non, mais je dis pas qu'il en a pas pris aussi, mais Akliouche, vraiment, il a pris cher plusieurs fois. Et il a bien posé le jeu. Golovin a été plutôt pas mal aussi. Bon, après, voilà, c'est juste le +2. Je trouve que c'est un peu popcorn. Après, je te cache pas que on m'a demandé. Hein. Oui, on m'a dit si ça te choque pas, j'ai mis les mêmes notes, donc j'étais pas choqué. T'as mis qui meilleur joueur dans les pronos? Voilà, c'est tout. Ouais, non mais. Après. Comme t'avais mis meilleure surprise Boisbré et que tu as du coup pondu un article sur pourquoi Boisbré. Hop, il était même pas dans le groupe. C'est pas moi. Moi, j'ai juste fait un titre sur la déclat de 8 heures. Après, les gens ont mis sur Twitter Boisbré. C'est pas moi. J'ai même pas parlé de lui dans l'article. Mais non, mais après, pour l'instant, tu vois, si je devais, sur les premiers matchs, si je devais mettre le meilleur joueur, c'est vrai que je mettrais Zakaria pour l'instant. Ben Seguir en 2, mais je mettrais plutôt Zakaria, hein, ce qui ne serait pas non plus forcément avec mon prono. Mais ça a le temps de changer. Ah oui, non, ça par contre, ça a le temps de changer. Mais Ben Seguir fait un bon début de saison. Il fait un bon début de saison. Je pense qu'on peut peut-être le mettre dans, peut-être pas top 3, mais en tout cas top 5 facile. Parce que si on met top 3, je pense qu'on pourrait... Kerrer, son premier match contre Saint-Etienne, je le trouve pas bon, mais après, globalement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Bref, on va pas faire non plus des... Kerrer, tu peux mettre Camara, tu peux mettre Keun, hein, malgré tout, hein, qui fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas grand-chose à faire, il le fait, quoi. Ouais, mais pour être au-dessus, il faudra quand même qu'il fasse ce qu'il faut à un moment donné. Tu vois, typiquement, ça commence par arrêter un penalty contre Lens, typiquement. Je vais pas lui reprocher de pas l'avoir arrêté. Mais voilà. C'est ce que tu es en train de faire. Non, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Non, je lui reproche pas de pas l'avoir arrêté. Je dis juste que si tu veux le considérer comme étant parmi les meilleurs joueurs du début de saison, il faut qu'il te fasse les arrêts qui te permettent aussi de prendre des points. Là, en l'occurrence, il le fait pas. Tu vois. Après, c'est un penalty. Je vais pas lui jeter la pierre de pas arrêter un penalty non plus. Et pour le reste, après, il a passé des matchs extrêmement tranquilles. Quand il a été battu contre Lens. Il fait plusieurs bonnes sorties. En fait, c'est surtout dans les sorties aériennes que je le trouve plutôt pas mal. Il va chercher les ballons. Et ça fait du bien parce qu'il ne le faisait pas trop. Et surtout, on était habitué depuis très très longtemps à avoir des gardiens qui ne le faisaient pas. Encore une fois, je ne dis pas que je ne veux pas revoir Madjeki. Mais pour l'instant, Keun, il fait un bon début de saison. Voilà, on ne peut rien lui reprocher. On peut rien lui reprocher. Maintenant, il faut noter qu'à part Lens, les 3 autres matchs, il est franchement très très tranquille, quoi. À Saint-Etienne, on est un peu mis en danger aussi. Au tout début, ouais. Après, c'est pas... Il fait 3-4 arrêts. Ouais, bon. Si, en angle fermé, si. Mais bon, bref, c'est pas... Vous l'aimez pas. Non, mais c'est pas la question. Je suis pas fan non plus, hein. Mais il faut le dire. Quand il fait des arrêts d'un gardien. Pour moi, un gardien de Ligue 1 doit faire ces arrêts-là, ce qu'il fait contre Saint-Etienne. Voilà. Ben Seguir, il fait les passes qu'un milieu de terrain doit faire, pareil. Non, lui, c'est mieux. Voilà, attends. C'est mieux, il fait des différences. Il fait les passes que Golovin ne fait plus. Oh, c'est petit. Est-ce que tu as noté des flops dans cette rencontre ? Non, Mbolo, t'es obligé parce que alors après, à sa décharge, il n'a pas été beaucoup servi pendant 30-35 minutes. Par contre, à charge, il a une énorme occasion, t'en as parlé. Il a un vrai bon 1 contre 1 et c'est pas vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas le gardien qui l'arrête, quoi. C'est lui qui fait le mauvais choix. Sa frappe, elle est toute moisie. Donc, tu peux pas te permettre de rater ça. Là, dans ce match-là, si, tu peux te le permettre, mais dans l'absolu, tu peux pas te permettre de rater ça, surtout quand t'es a priori ce qui est notre attaquant titulaire, même si
la hiérarchie n'est pas encore très claire. Voilà, s'il a la même contre Barcelone, faudra la mettre, quoi. Ou en tout cas, il faudra faire le bon choix. Après, si le gardien sort une dinguerie, voilà. Mais là, c'est pas le cas. Là, il rate complètement sa frappe. Et d'ailleurs, il est sorti peu de temps après. Il était un peu frustré, un peu énervé, ce qui peut se comprendre, ce qui pour le coup est pas une mauvaise chose, parce que ça veut dire qu'il est quand même plutôt impliqué, parce que c'est aussi une des choses qu'on reprochait un peu à Balogun, c'est que c'est un peu l'encéphalogramme plat, quoi. Balogun, il marque ou il marque pas, il était là, quoi. Mais tout le monde a vu ces images, hein, quand on marque contre Lyon, c'est le seul qui est sur le bord du terrain et qui n'a absolument aucune réaction de joie ou de... Bon, il est comme ça, mais c'est vrai que... Ouais. En tout cas, pour moi, ce que ça montre pour Embolo, c'est que très clairement, c'est un joueur qu'on a mis dans les indispensables, et sur ce début de saison, je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Alors que au niveau de ses qualités de finition, que ce soit pas un serial buteur, ça, on le sait déjà. Sa meilleure saison, c'est quand il arrive chez nous, justement, où il en met 15 au total, et c'est son record en carrière. Bon, forcément, on sait très bien qu'il ne va pas te planter 20 buts comme ça du jour au lendemain. Mais c'est plus dans le reste aussi. Je trouve que dans d'autres aspects du jeu, il répond pas forcément présent, hormis son match contre Saint-Etienne. Pour le reste, après, ses entrées étaient pas bonnes. Quand il n'était pas titulaire, son entrée contre Lens, vous en aviez parlé, elle n'était pas bonne. Donc voilà. C'est vrai. Je trouve qu'il y a aussi, je pense, un besoin de remise en question de sa part. On sait qu'il était un peu sur le marché, entre guillemets, par ses agents cet été. Est-ce que lui a vraiment eu la tête à Monaco à 100% à ce moment-là? Est-ce que, tu vois, je dis pas qu'il a eu envie de partir, mais je dis juste que peut-être il a pas été forcément totalement bien focus sur Monaco, et qu'il s'est peut-être un peu laissé manger le cerveau par ses nouveaux agents sur un potentiel transfert, sur l'intérêt du Bayern, tu vois. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à digérer pour lui aussi, pour retrouver un peu plus de mordant, de niaque sur le terrain, qu'on n'a pas vu à part contre Saint-Etienne, je trouve. Sans parler de finition. Mais bon, je pense que s'il remet peut-être tout à niveau, la finition sera aussi forcément, je pense, améliorée. Il nous a montré des belles choses. Donc on peut que penser que ça va revenir. L'important, c'est que pour l'instant, ça ne nous porte pas préjudice, puisque on a des milieux globalement qui flambent à peu près tous, en tout cas qui sont bons. Et des défenseurs qui marquent. Donc, des défenseurs qui marquent, et surtout qui ne prennent pas de but en plus. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin d'avoir un attaquant sensationnel. Et puis il a aussi une autre chance, c'est que quand les autres rentrent, alors ok, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus, tu vois. Oui, c'est pas comme s'il mettait des doublés. Voilà, tu vois, c'est pas comme si, je sais pas moi, mais en 2017, Falcao avait été dans le dur, et puis Mbappé était arrivé comme le sauveur. Pour l'instant, les deux autres, ils montrent pas non plus des choses extraordinaires. Donc on va attendre, mais bon, moi j'ai bon espoir. Je rappelle que j'ai mis Balogun meilleur buteur, hein, et je crois en mon pari. Pour l'instant, il a que 2 buts de retard. Pour l'instant, il a que 2 buts de retard, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, ouais. Et c'est Zakaria, donc le meilleur buteur pour l'instant. Et en plus, c'est Zakaria, donc a priori, quand même. Ça devrait pas durer, je pense. Mais c'est vrai qu'au final, moi j'ai mis Embolo. J'aimerais bien que ce soit Balogun, parce que ça voudrait dire... évidemment, ça voudrait dire, ça dépendra déjà du nombre de buts, mais ça voudrait dire qu'il a réussi à résoudre un peu ses problèmes de confiance, etc. Mais c'est vrai que j'ai mis Embolo parce que ça semble être quand même aujourd'hui la solution, enfin en tout cas le pronostic le plus facile à faire. Mais c'est vrai que sur le nombre de buts, je suis monté à 14 parce que y a 8 matchs en plus avec la Ligue des Champions, parce qu'il y a le Trophée des Champions à jouer, il y aura la Coupe de France, donc il y aura beaucoup plus de matchs que la saison dernière. Mais c'est vrai que sinon, au départ, mon premier truc, c'était de mettre autour de 10-11 buts, pas beaucoup plus, quoi. Donc, voilà, on verra. Ouais, on verra, mais oui.
En tout cas, le petit point sur le classement, pour terminer. Monaco, 3e. Je pense que... moi, c'est mon prono. Je pense qu'on a le top 3 de la saison là, qui est déjà là, sur le podium. Donc c'est un peu le prono de tout le monde. Hein. Ouais. Je pense, à part évidemment les supporters d'autres clubs qui vont plus ou moins mettre leur club. Après, pour Lille. Mon prono, c'est que c'est le podium dans cet ordre. C'est dans cet ordre. Ouais. Non, mais dans cet ordre, après, ça peut. Marseille, on verra. On verra. Encore une fois, évidemment, vu que c'est sur DAZN, on voit pas trop les matchs. On arrive à s'arranger quand c'est Monaco, mais bon. Mais là, c'était sur beIN Sport pour les autres équipes. C'était beIN. Et bon, visiblement, ils ont quand même pas mal souffert. C'est ça. Ils ont eu du mal. Ils ont pas mal souffert. Et mais derrière, ça fait quand même un arbitrage. Il y a eu un arbitrage assez gentil. Et je sais pas si tu as vu le premier but marseillais. Mais alors, on s'est plaint à juste titre de nos défenseurs. Mais la tête que met Mopé, faut m'expliquer comment il peut mettre une tête aussi facile sur un ballon qui arrive en cloche. C'est improbable, la défense niçoise sur ce but. En tout cas, donc pour le point, Paris est leader avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs. Je pense qu'il sera quand même assez dur à aller chercher. Et Marseille-Monaco, 2e, 3e, 10 points sur le podium. Lens qui a fait match nul est 4e avec 8 points. Monaco, donc meilleure défense pour l'instant, c'est à souligner de ce championnat avec Lens, un but encaissé seulement. C'était lors de Monaco-Lens tout simplement. Oui. Donc, c'est ça, oui. En tout cas, c'est un début de saison qui est quand même vraiment positif pour Monaco. On espère que ça continue. On verra la Ligue des Champions, évidemment. On espère que ça... Alors, soit ça embellit le début de saison, soit ça constitue une parenthèse en se disant que si on prend des tolls, c'est pas grave. On essaie de pas trop se démobiliser en vue du championnat. Mais on espère évidemment quand même faire de belles rencontres face à Barcelone. C'est l'occasion aussi de faire nos petits pronos. Alors... D'abord, pour les pronos d'Auxerre-Monaco, c'est un 2/2 qui a été réalisé. Eh oui. Adrien, qui avait pronostiqué victoire par 2 buts d'écart minimum, c'est donc validé. Et toi, Rome, tu avais mis un défenseur central qui marque un but. Thilo Kehrer a marqué, c'est donc ça a été vite validé. Voilà. Il n'y a pas eu de suspense. J'ai pas attendu longtemps. Alors, du coup, quel est le prono pour Barcelone ? On ne perd pas. Ouf. Eh ben moi, je ne sais pas si on ne perd pas, mais... Un prono, ça ? Non, c'est la suite. Je ne sais pas le résultat final, mais je dis... Ah oui, ça, oui. On marque 2 buts. Ouh. Ah bon, on perd pas. Oh merde. On perd 3-2. Si on marque 2 buts oui, évidemment que c'est possible. C'est-à-dire que ça me fait chier quand même de marquer 2 buts et de perdre. Ouais. Mais je t'avoue que je ne sais pas comment aborder ce match parce que j'ai à la fois... J'ai pas d'excès de confiance par rapport au match de cet été, du mois d'août, le 3-0. Et en même temps, j'ai très peur aussi de Barcelone. Je ne sais pas. Je suis un peu entre deux feux avec cette équipe. Bien sûr. Et puis, on est quand même très inquiet aussi pour Camara. Oui. Malgré tout, je dis pas que ça changerait tout ton prono, mais... D'ailleurs, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il sera là. Peut-être qu'il sera là. Voilà. On l'espère, honnêtement. Peut-être qu'il sera là et peut-être que ce débat n'aura servi à rien. Du coup, sur cette terrible déception, c'est l'heure de vous laisser. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. On va vous retrouver donc jeudi, je sais pas, enfin peut-être plutôt vendredi, on verra, pour le débrief du coup de Monaco-Barça. Je sais pas si ça pourra se faire dans la foulée. On verra bien. On va voir. Je vais mettre le sondage en route là tout de suite et puis en semaine, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Donc il y aura intérêt à aller assez vite parce que derrière il faudra enchaîner avec Le Havre qu'on jouera dimanche. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et Dagui Monego. Ciao ciao. Et bisous.